J'ai préféré me mettre debout parce que j'ai besoin de reprendre de l'énergie pour vous dire ce que j'ai à vous dire ce matin. Je souhaite vous remercier d'abord pour votre invitation. Et je suis vraiment... Ah, il faut que je fasse un effort. Attention, oui, je sais. Il y a un capteur là en bas, il faut que je sois... Et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, sincèrement. Le sujet est de taille pour les enfants, pour les jeunes dont je vais vous parler. Ils sont nombreux, trop nombreux. Et j'oserais dire qu'il s'agit là d'un enjeu pour notre démocratie. Alors je vais me présenter, mais un petit peu différemment de ce qui vient d'être dit. Je suis Marie-Hélène Grard, donc je n'ai jamais vécu dans la grande pauvreté, mais j'ai l'expérience de près de 40 ans, avec les familles très pauvres, de réfléchir, de penser, de travailler ensemble sur tous les sujets qui traversent notre société, et en particulier les sujets d'éducation. Je suis bénévole à temps plein depuis plus de 20 ans. J'ai été responsable de la branche enfance d'ATD Quart Monde, qui s'appelle le mouvement Tapori, qui réunit des enfants de tous milieux et se met à leur écoute. Vous l'avez dit, j'ai été au CESE et j'ai commis un rapport sur l'école de la réussite pour tous. Alors, ATD Quart Monde, agir tous pour la dignité Quart Monde. C'est un mouvement de personnes de tous les horizons qui s'unissent et agissent sur le terrain et auprès des gouvernements, des institutions depuis 60 ans pour éradiquer la grande pauvreté, rien que ça. Pour ça, nous expérimentons dans les différents domaines des droits fondamentaux les possibles avec les personnes les plus pauvres et les acteurs de terrain. Domaine de l'emploi, domaine du logement, domaine de l'éducation, de la santé. Nous sommes une ONG qui agit en France et dans une trentaine de pays dans le monde. Une petite ONG qui agit sur le terrain avec les plus pauvres et les partenaires, mais qui a un fort plaidoyer au niveau national et international. Pour nous, il est essentiel de bâtir une société qui n'oublie personne, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Nous mettons beaucoup d'énergie dans les dialogues avec les gouvernements, les institutions, les responsables politiques, nationaux, locaux. L'égale dignité de tous est un principe de base chez ATD Quart Monde. Avant de démarrer mon propos, qui est parfois un peu lourd, je souhaite vous dire combien j'ai un immense respect pour tous les professionnels que vous êtes, qui agissez au quotidien, et j'espère, par mes paroles, vous apporter des pistes, des éclairages pour avancer ensemble pour tous les enfants. Dans notre pays, 6e puissance mondiale, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, près de 3 millions vivent dans la grande pauvreté. Au-delà du côté monétaire, vivre dans la grande pauvreté, c'est avoir 0 € pour vivre, ou au grand maximum 700 € pour vivre, mais c'est surtout le cumul de précarité qui fait que l'on vit dans la grande pauvreté. Lorsque vous vivez dans la grande pauvreté, vous avez des soucis dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Vous le voyez dans les domaines des droits fondamentaux. Et c'est ce cumul de précarité dans les domaines des différents droits fondamentaux qui fait que vous vivez dans la grande pauvreté. Il y a d'ailleurs une définition tout à fait officielle
de la grande pauvreté, qui a été votée au Conseil économique et social en 1987, qui a été reprise dans un certain nombre de textes de loi de notre pays et de l'ONU. C'est ce cumul de précarité qui fait que donc on vit dans la grande pauvreté, on n'y tombe pas du jour au lendemain. D'ailleurs, avec cette crise Covid que nous vivons depuis un peu plus d'1 an et demi, nous étions au début de la crise à 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes à 10 millions aujourd'hui. Mais surtout, les personnes qui vivent dans la grande pauvreté ont pour la première fois depuis 20 ans, ça a augmenté dans notre pays. C'est-à-dire que parmi les 9 millions de personnes qui vivaient dans la précarité, il y avait des personnes qui vivaient dans la grande pauvreté, mais il y avait surtout beaucoup de personnes précaires, trop précaires, et ça les a fait basculer dans la grande pauvreté. Ce n'est pas un accident de la vie qui vous fait tomber dans la grande pauvreté, c'est vraiment ce cumul de précarité qui fait que, pour prendre l'image, je dirais que vous n'avez plus d'oxygène et qu'il va vous falloir beaucoup de temps pour retrouver votre souffle. Les plus pauvres sont depuis trop longtemps tenus pour responsables de beaucoup de maux dans notre société. Ce sont des profiteurs. On montre souvent du doigt la fraude aux prestations sociales, qui en fait est un facteur. Alors tout d'un coup, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est 10 ou 100 par rapport à la fraude fiscale, mais c'est vraiment totalement négligeable par rapport à la fraude fiscale, ça c'est clair. Les plus pauvres qui, avec un RSA, vivraient mieux qu'avec un SMIC. Il ne s'agit jamais d'opposer les uns aux autres pour nous, jamais. On ne vit pas bien avec un SMIC, mais on vit très mal avec un RSA. On survit, on tente de survivre, surtout avec un RSA qui n'augmente pas depuis des années. Logés dans des conditions épouvantables, les vêtements souvent ont trop de mal à sécher. C'est un temps plein, comme a dit un jour Louis Gallois dans une émission de radio, c'est un temps plein d'être pauvre, d'être dans la survie quotidienne. Ça demande une énergie incroyable, ça demande tout son temps. Alors je me permets de vous signaler 2 livres. L'un qui est notre best-seller, c'est très rare à ATD Carmonde, nous sommes notre propre éditeur, mais c'est très rare d'avoir un best-seller quand on publie des livres sur la grande pauvreté, vous imaginez bien. Donc le petit livre vert que vous voyez là, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, est un petit livre qui peut vous permettre de déconstruire les idées que parfois on a dans une conversation avec des amis, dans un repas de famille ou entre collègues. Il y a une rectrice à l'époque qui, sur l'Académie de Créteil, avait décidé d'acheter ce petit livre pour chaque établissement scolaire. Et que ce livre devait être en bonne place dans la salle des professeurs pour pouvoir justement dialoguer à partir de chiffres vrais et pas de d'idées reçues, comme nous pouvons en avoir trop les uns les autres. Et puis, je vous signale ce petit livret sur les pauvres et la grande pauvreté, mais pour l'expliquer aux enfants, qui a été fait avec des enfants et avec des professionnels de l'éducation. Si ça vous intéresse, celui-là, alors le premier, il est en vente à 5 € dans toutes les très bonnes librairies de notre pays, bien évidemment, et sur le site, voilà, vous trouvez ça. Mais le deuxième, il n'est pas en vente, je vous le donne. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, eh bien, à la toute fin de mon propos, vous verrez mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail avec votre adresse postale et le nombre d'exemplaires que vous souhaitez recevoir.
Dans notre système scolaire obligatoire, il y a 3,5 millions d'enfants, de jeunes, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, 1,6 million, vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Ce qui veut dire que ces enfants-là ne sont pas seulement en REP et en REP+, mais qu'il y en a beaucoup. Et je le redis, vivre dans la grande pauvreté, c'est vivre de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, c'est être hébergé dans un logement trop petit, ou encore vivre dans un logement insalubre ou à la rue. Les personnes les plus pauvres sont aussi ceux qui accueillent le plus. Aucune et aucun d'entre eux ne laissera une personne dehors. L'étranger, l'inconnu qui se présente sera toujours accueilli, même si on est déjà 15 personnes dans un 3 pièces. Et bien entendu, un membre de la famille proche ou lointaine, c'est sans hésiter. Elles sont trop souvent punies pour cela. Punies au niveau des prestations sociales en particulier. Vivre dans la grande pauvreté, c'est pour les parents passer ses journées à remplir des dossiers, à se demander de quoi demain sera fait, à ne pas savoir ce que l'on va donner à manger à ses enfants le soir. Pour les enfants, les jeunes, ne pas avoir de coin à soi pour lire, pour faire ses devoirs, ne pas avoir les bonnes affaires en classe, pour le sport. Dès le plus jeune âge, être différent des autres et le ressentir profondément dans sa chair. Tous les enfants peuvent apprendre, mais chaque enfant a son propre rythme. C'est sans doute bien là l'une des grosses difficultés de notre système scolaire. Système scolaire qui est prévu pour un modèle d'enfant, mais pas pour des enfants plus ou moins. Nous le savons, notre système scolaire est terriblement inégalitaire. Plus vous êtes issu d'un milieu aisé, et plus vous avez de chances de poursuivre des études et de choisir le métier que vous allez exercer. Dans notre système scolaire, et j'y reviendrai tout à l'heure, dès la fin de l'école maternelle, les enfants issus de milieux très défavorisés sont majoritairement orientés vers des filières spécialisées, voire vers des filières du handicap, qui ne leur permettent pas de se bâtir un avenir où ils choisiront leur orientation, choisiront leur métier. Dans la période de crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an et demi, je ne vous le cache pas, nous sommes encore plus inquiets. Même si je suis de naturel très optimiste, là, nous sommes inquiets. Inquiets de l'avenir de milliers d'enfants et de jeunes. Confinement, écoles perturbées. Les enfants de milieux défavorisés payent le prix fort d'une soi-disant continuité pédagogique. Que vont-ils devenir? Redoublement, mais pour quel gain? Quel changement dans leur vie leur permet de croire en l'école et de rentrer dans les apprentissages qui leur sont proposés? Alors je me suis permise de dire, je vois que je ne l'ai pas marqué après, je m'explique, soi-disant continuité pédagogique, parce que, en fait, à ce moment-là, en mars 2020, on a parlé aux parents de continuité pédagogique. Et vous allez faire la continuité pédagogique avec vos enfants. Mais jamais, on n'avait parlé de pédagogie aux parents. Tout d'un coup, on les a pris pour des pédagogues. Imaginez dans quel état ils se sont retrouvés. En tout cas, moi, je ne parle que des parents qui vivent dans la grande pauvreté. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est leur immense inquiétude
alors qu'ils n'ont pas le langage, alors qu'ils n'ont pas les codes de l'école, de se retrouver tout à coup comme pédagogues auprès de leurs enfants. Nous sommes inquiets de ce que Covid a créé comme angoisse, comme question sans réponse chez les parents, chez les enfants, chez les enseignants, chez tous les personnels de l'éducation. Il est arrivé dans notre pays qu'une information importante soit proposée dans les mêmes sens, dans les deux sens le même jour, par des hauts responsables politiques. Comment voulez-vous se faire une opinion? Comment s'y retrouver? Comment protéger sa famille? Des familles entières sont restées enfermées durant de longs mois. Comment les enfants ressortent de cette période sans en parler à personne, comme si de rien n'était, comme on dit? Je vous prends juste un exemple, raconté ces jours-ci par une directrice d'école avec laquelle je discutais à Lyon. Oscar est un enfant de maternelle qui revient en classe après le premier confinement et qui reste prostré durant près de 5 semaines dans la classe à regarder les autres enfants. Pas un mot, pas un geste. L'enseignante veut croire qu'il va reprendre les travaux auxquels il participait avant et l'encourage chaque jour. Il a fallu 5 semaines à Oscar, à cet enfant, pour reprendre la parole, pour oser reprendre les échanges avec ses camarades de classe. Mais combien d'enfants dans cette même situation n'ont pas eu chaque jour ces attentions qui permettent de reprendre confiance? Dans cette classe, il y a 17 enfants. Donc je ne suis pas en train de dire que les enseignants n'ont pas fait ce qu'il fallait ailleurs. Je dis simplement, dans cette classe, il y a 17 enfants. Combien d'enfants n'ont pas eu ces attentions qui permettent de reprendre confiance? Il faut déjà pour un enseignant une sacrée dose de connaissance, de confiance, pour oser poursuivre avec cet enfant ainsi durant des semaines. Alors, tous les parents veulent la réussite de leur enfant à l'école. Mais les parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté nous le disent sans cesse. L'école va permettre à mon enfant d'avoir une vie meilleure que la nôtre. L'école va permettre à mon enfant d'avoir une vie meilleure que la mienne. Ces parents, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas les codes. Ils ont pratiquement tous des mauvais souvenirs de l'école. Et pourtant, je peux en témoigner, je veux en témoigner ici, ces parents-là croient vraiment à l'école de la République avec un grand E. Dès l'école maternelle, l'écart entre le langage et les règles de vie de la maison et de l'école crée une barrière qui trop souvent empêche l'enfant d'avancer. La première incompréhension entre l'élève et l'enseignant est l'incompréhension de vocabulaire de l'enseignant par l'enfant. Et je cite ici Viviane Pouys, inspectrice générale honoraire qui parle magnifiquement du jeune enfant. L'enfant est trop timide pour demander de l'aide à l'enseignant quand il en a besoin, même si l'enseignant explique 2, 3, plusieurs fois. L'enfant ne connaît pas, ne comprend toujours pas. Ça le met en difficulté, il ne peut répondre. Parfois, ça l'humilie et il perd confiance en lui.
Bien sûr, avec tout ce que je viens de vous dire, on peut se dire, mais l'école ne peut pas tout. Je suis d'accord. L'école ne peut pas tout, mais l'école peut et doit beaucoup pour chaque enfant. Chaque enfant. Je souhaite ici, à ce moment de mon propos, vous projeter une vidéo d'une maman du quart-monde qui donc vit dans la grande pauvreté, qui a fait un travail sur un certain nombre de mois avec des professionnels de l'éducation, des enseignants, des inspecteurs, etc., sur la relation des parents et des enseignants. Voilà, je vous passe la vidéo de Madame Catherine Touché. Enfin, j'essaye. Je fais un premier essai déjà. Ça va marcher. J'étais à la maternelle comme tout le monde. Et quand j'avais 6 ans, j'étais à la grande école pour prendre la relève. Mais bon, j'arrivais pas. Donc j'étais en classe de d'associement à l'école des Gantelles. Mais voilà, j'arrivais pas à suivre. Donc la maîtresse me mettait derrière. Elle me donnait une feuille de papier avec crayon, boîte à modeler. Pendant plusieurs années, j'ai jamais rien appris. Donc après, mes parents m'ont mis dans une école pour enfants qui a des problèmes. Donc j'ai jamais vraiment appris à lire et à écrire chez eux. Enfin, j'ai appris à me balancer, à faire des gestes comme les autres enfants. Donc moi, j'étais très malheureuse. Je disais à mes parents, mais pour ma mère, elle n'a jamais rien fait. Moi, je veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. La seule école que je garde à souvenir, c'est Meillac. Meillac, c'est la seule école et il n'y a qu'un homme qui est dans mon cœur et que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a appris à me débrouiller. Il m'a appris ce que je sais, lire mon nom, écrire mon nom. Et comme il m'a dit, les écoles que j'ai faites, c'était pas des écoles pour moi. Il m'aurait eu depuis le début. Je serais devenue quelqu'un. La relation avec les parents est essentielle pour la réussite de tous les enfants à l'école. Cette relation va autoriser ou non l'enfant, le jeune, à rentrer dans les apprentissages, à oser apprendre. Elle va l'autoriser également à se faire des amis. Ce n'est pas simple, cette relation avec les parents, d'autant que les enseignants n'ont jamais eu, ou alors de façon totalement exceptionnelle, un temps de formation, de réflexion à cette relation. Comment comprendre la réaction des enfants, des parents? Comment comprendre leur attitude alors qu'ils vivent un quotidien si différent du vôtre? Comment tisser une relation de confiance avec les parents? Et puis, il faut se le dire très clairement, les parents vous confient ce qu'ils ont de plus cher, ce qu'ils ont de plus précieux. Tout ce que vous direz sur leur enfant, le premier mot que vous allez prononcer sur leur enfant, les touchera très profondément et restera gravé longtemps. Les premiers mots, pensez-y, les premiers mots que vous leur dites. N'oubliez pas, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. On est là normalement dans une relation d'adulte à adulte où on se parle d'éducation de jeunes enfants ou d'enfants ou de jeunes. Et trop souvent, les parents qui vivent dans la grande pauvreté nous disent qu'ils se retrouvent
en accusation de l'attitude de leur enfant. Je veux juste vous lire encore un témoignage. J'ai pas regardé le temps. Dites-moi si je suis à la moitié ou... Vous êtes à peu près à la moitié. Oui. Voilà, ça va. Tout va bien. Parce que j'ai des choses importantes à vous dire après ça. Voilà, je veux quand même vous parler de ça aussi. Je voudrais quand même vous parler du conflit de loyauté. Je trouve toujours que l'on n'en parle pas assez. Alors je vous lis ce témoignage et ensuite je vous en parle un peu plus. Petite, je n'aimais pas l'école. À la fin du CP, je ne savais pas vraiment lire. Je passais de classe en classe sans avoir le niveau. Plus tard, j'emmenais mes propres enfants sans être convaincu qu'ils allaient apprendre quelque chose. Puis je rentrais très vite, me réfugiais chez moi tout en haut de ma tour. Je m'enfermais dans mon statut de mère isolée, jusqu'à ce qu'une enseignante, à la grille de l'école, me demande « Pourquoi on ne vous voit jamais ?» Peu à peu, elle m'a apprivoisée et nous avons eu ensuite des contacts réguliers. Je me suis alors mise à parler de l'école avec d'autres parents dans mon immeuble, puis on a commencé à s'attarder pour bavarder à la sortie de l'école. J'ai pris peu à peu de l'autonomie. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai appris que mes enfants commençaient à aimer l'école. Le conflit de loyauté, vous le savez, c'est lorsque l'enfant se trouve pris entre deux personnes très importantes à ses yeux et qu'il doit choisir. Ainsi, un enfant doit parfois choisir entre le langage qu'il entend à l'école et celui qu'il entend à la maison. Et de peur de trahir son milieu, sa famille, ses parents, et de façon tout à fait inconsciente, il bloque les apprentissages dans sa tête. Il n'y a pas moyen, il ne va pas rentrer dans les apprentissages qui lui sont proposés. Le conflit de loyauté peut se débloquer à n'importe quel âge. Mais plus on le débloque de bonheur, mieux c'est, bien évidemment. C'est sans doute parce que j'ai vu trop d'adultes du quart-monde débloquer ce conflit de loyauté à l'âge adulte que je me permets d'insister là-dessus. Il y a le conflit de loyauté, mais il y a aussi les incompréhensions du fait d'un quotidien tellement différent. Un quotidien tellement différent. Vous savez, je vous l'ai dit au tout début, ça fait 40 ans, bientôt 40 ans que je suis avec des familles du quart-monde. Et bien régulièrement, hier encore, une militante quart-monde, comme nous les appelons à la quart-monde, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la grande pauvreté, mais qui a décidé de se lever pour aller en chercher d'autres, militer pour que ça change, pour que la vie change pour elle et pour les autres. Et sur un sujet d'éducation, elle me disait « Mais Marie-Alette, tu te trompes là. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on réagit. Parce que c'est pas ça qu'on vit. Parce que mon quotidien, il n'est pas fait de grande précarité. Et qu'évidemment, sur tout un tas de sujets, nous n'avons pas les mêmes réponses à apporter. C'est pour cela qu'à la télé Quart-Monde, nous disons depuis des années que toute politique doit être pensée et réfléchie avec la population et en particulier avec les plus pauvres. Parce qu'elle n'atteint jamais, une politique n'atteindra jamais tout ce que vous pouvez préconiser dans votre établissement scolaire, dans votre établissement de soins, si ce n'est pas réfléchi avec les personnes les plus pauvres, ça ne les atteindra pas. Parce que nous ne vivons pas les mêmes choses. Peut-être un dernier exemple pour les incompréhensions. Elles se nichent partout, tout le temps. C'est une enseignante au moment d'une fête de fin d'année d'école qui propose que les enfants amènent des gâteaux pour la fête de fin d'année. Et une maman achète le gâteau et son enfant, très fier, amène le gâteau que la maman a acheté.
et l'enseignante. Parce qu'elle sait que la famille vit dans une grande précarité et qu'elle veut la protéger, dit à l'enfant, mais ta maman aurait dû donner un gâteau fait maison plutôt que d'acheter un gâteau dans une pâtisserie. L'enfant blessé se tait. Au retour, il raconte à sa maman ce qui s'est passé. Déçue, malheureuse pour elle et pour son enfant, le lendemain, la maman va voir l'enseignante et devant d'autres parents, elle l'agresse verbalement. Elle m'explique ensuite, tu sais, je ne voulais pas crier, mais je n'ai pas pu lui dire que c'était tellement important pour nous d'avoir pu acheter ce gâteau. En faire un, ça me fait bien rire. D'abord, je n'ai pas de four qui marche, et en plus, je n'ai jamais su faire de gâteau. Alors j'ai crié pour lui dire qu'elle avait que c'est mon fils et qu'elle n'a pas à faire ça. Voilà ces incompréhensions sans cesse dans notre société. Je souhaite vous parler d'une expérimentation que nous avons démarrée. Alors avec Covid, on ne sait plus très bien quand on a démarré les choses. Il y a eu comme un temps de pause un peu bizarre, étrange. Bref, ça a démarré depuis 1 an et demi. Et on est pour certaines écoles dans la première année et pour d'autres déjà dans la 2e année. C'est une expérimentation que nous menons sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés. Le fait est que, au-delà des apparences, tous les enfants de France ne suivent pas, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, un parcours identique. Les chiffres sont en effet sans appel. Ce n'est pas juste la militante d'ATD Carmonde qui vous dit ça. Ce sont les chiffres de la DEP, de la Direction à la prospective de l'Éducation nationale. 72% des élèves de SECPA sont issus de milieux de la pauvreté. Le constat est sensiblement le même dans les ULIS ou dans les ITEP. Leurs parents ont pour beaucoup d'entre eux vécu la même situation. Sans oublier les frères et sœurs, ce sont des fratries entières qui subissent la même orientation. Je continue un instant sur les chiffres. Je ne vais pas vous en mettre plein la tête, mais un instant sur les chiffres. N'imaginez pas un instant que j'ai quelque chose contre les SECPA, mais c'est les chiffres que nous avons. Donc, sur les chiffres des élèves de SECPA, 5% des élèves de SECPA sont inscrits au diplôme national du brevet et 1% l'obtiennent. 37% d'élèves de SECPA, en sortant, ensuite, vont passer un CAP, très souvent non choisi. Là, je ne peux m'empêcher de vous dire que je suis moi-même titulaire d'un CAP de photographie, puisque je suis photographe, et que l'élève un peu buté, borné que je pouvais être, n'aurait jamais passé un CAP dans une autre matière. Et ça, il faut quand même qu'on comprenne, c'est que dans notre pays, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui passent des diplômes, qui tentent de passer des CAP, qu'ils n'ont pas choisi. Comment ensuite aller exercer ce métier, alors qu'on ne l'a pas choisi? J'en étais donc à 37% qui obtiennent un CAP, mais il en reste 63%. Eh bien, les 63% d'autres qui sortent de SECPA sortent du système scolaire avec rien. Aucun projet, aucun avenir. Ils sont plus de 100 000 à sortir chaque année du système scolaire sans diplôme, sans avenir, sans formation en vue.
comment imaginer son avenir lorsque l'orientation n'a jamais été vraiment choisie? C'est le cas de trop de jeunes dans notre pays. Nous avons, je prends cette image, sous nos pieds, à côté de nous surtout, à côté de nous, des milliers, des millions maintenant, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que ça dure, ces centaines de milliers de jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucune formation. Nous avons ces jeunes, ces centaines de milliers de jeunes qui errent, qui n'ont pas d'avenir. C'est une bombe, une vraie bombe pour notre démocratie. C'est à mon avis quelque chose de très grave que nous devrions, chacune et chacun d'entre nous, prendre très au sérieux. Et je crois vraiment, sincèrement, que chacune et chacun d'entre nous peut agir à ce niveau-là. Combattre cette injustice sociale, tel est donc l'objectif de cette expérimentation qui se nomme CIPES. Alors CIPES, c'est un peu brutal comme terme d'expérimentation, choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation. ATD Quart Monde a lancé cette expérimentation avec des partenaires que sont des syndicats de l'éducation, des mouvements pédagogiques, des fédérations de parents d'élèves et l'Éducation nationale. Parce que tous ensemble, nous sommes persuadés que l'école peut faire autrement et que nous devons expérimenter de nouvelles voies par lesquelles l'enfant socialement le plus exclu sera celui à partir duquel seront réfléchis les projets pédagogiques. Les objectifs de cette recherche sont de faire cesser l'injustice de ces orientations, des orientations de ces enfants issus de familles en situation de grande pauvreté, de prendre en charge dans le cadre d'une école inclusive les difficultés que les enfants issus de familles très pauvres rencontrent parfois à l'école, de réexaminer les procédures d'orientation vers l'enseignement adapté ou spécialisé, etc. Alors nous avons fait une première phase de la recherche qui a été menée selon la méthode du croisement des savoirs et des pratiques avec des professionnels de l'éducation, des chercheurs universitaires et des parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Et ensemble, ils ont réfléchi à ces questions de l'orientation. Et ils ont mis en lumière les premiers enseignements qui sont rassemblés dans les actes du colloque que vous voyez là. Ça s'appelle Atelier Grande Pauvreté et Orientation. Et vous trouvez ces actes sur Internet. Vous faites Atelier Grande Pauvreté et Orientation, vous les trouvez sur Internet. La première phase de l'expérimentation consiste en un état des lieux. Les enseignants accueillent dans leur classe, j'ai oublié de vous dire, pardon, que nous sommes dans une vingtaine d'établissements scolaires en France. Nous ne sommes pas sur Marseille, malheureusement, c'est comme ça. Nous sommes dans une vingtaine d'établissements en France, écoles maternelles et élémentaires, écoles de centre-ville, écoles de REP+, écoles rurales. Voilà, nous avons voulu avoir ce panel assez complet et de Lille à Montpellier. La géographie est aussi parfois assez importante, d'est en ouest et du nord au sud. Dans la première phase de l'expérimentation, nous avons fait un état des lieux pour aller observer dans les classes de CP et de CM2 et dans la grande section, petite section de maternelle, pour pouvoir suivre les enfants sur toute une cohorte, c'est-à-dire que notre recherche dure 5 ans. Et nous sommes allés observer avec des chercheurs qui viennent observer dans les classes, mais également des personnes, des parents,
qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Il s'agit bien entendu de faire des observations qui ont donné lieu ensuite à un rapport d'évaluation, mais qui n'est pas nominatif par classe, par école, pour dire là vous ne faites pas ça bien ou des choses comme ça. Il s'agit d'évaluer, de comprendre où on en est au départ de cette recherche. Et bien entendu des entretiens avec les enseignants, avec les directrices, directeurs, avec tous les personnels de l'école, les personnels de cantine également, les personnels, les ADSEM. Voilà, c'est pour nous, toute personne qui vit dans l'école au quotidien est très importante. Les données recueillies lors de cet état des lieux ont été analysées par les chercheurs et ont donné lieu à un premier rapport. Premier rapport malgré le Covid, parce que nous n'en sommes pas tout à fait au point où nous ne sommes pas dans l'évaluation de toutes les écoles, parce que nous avons été, bien entendu, nous avons stoppé le temps trop difficile de Covid dans les écoles. Mais nous avons déjà sorti quelques thèmes de ce premier rapport d'évaluation. La méconnaissance de la grande pauvreté de la part des enseignants, c'est un fait. La difficulté scolaire, importante, très importante. Toutes ces écoles ont une politique d'accueil des parents, mais ça ne marche pas. Ce sont toujours les mêmes qui viennent. Et puis, un dernier thème, la souffrance des élèves. Les enseignants sont en souffrance, mais les élèves aussi sont en souffrance. Ce sont souvent des atteintes à l'estime de soi qui peuvent être travaillées à l'école par des apprentissages. L'idée dans cette recherche, c'est de soutenir les enseignants dans ces différents thèmes et dans bien d'autres, par des formations, par des temps d'échange, des temps de réflexion, par des lectures, et ensemble d'arriver au bout de ces 5 années à des propositions pour que notre école, notre système scolaire arrive enfin à être un petit peu moins inégalitaire. Avant de terminer, et pour être un petit peu plus légère dans mon propos, je vous propose juste 2 livres, ce qui est à droite, vous pouvez le noter et vous m'enverrez un mail pour me demander, mais 3 livres, voilà. Tous peuvent réussir. C'est un livre qui a été écrit par 10 enseignants avec un chercheur, Pascal Galvani, 10 enseignants qui ont la particularité de faire partie depuis de nombreuses années d'ATD Quart Monde et qui se sont dit, mais finalement, d'être depuis des années avec des personnes très pauvres, ça me fait réfléchir autrement. Ça me fait agir autrement dans ma classe. Et Pascal Galvani les a fait travailler sur cette question-là. De quelle manière ça vous fait travailler autrement dans votre classe, le fait de connaître les familles très pauvres? C'est un livre assez facile d'accès, je le dis. Les autres, ce sont des livres pour les enfants. Mais les livres pour les enfants, ce sont aussi des livres pour les adultes, non? Donc, Et l'on cherche à tortue, un beau livre de contes africain, pour ne laisser personne de côté, justement. Et puis Les 5 pierres dorées, très belle histoire d'une enfant qui est mise de côté, et puis ensuite, comment on arrive à se remettre ensemble. Et vous avez eu la gentillesse d'en parler tout à l'heure. J'ai participé à un livre collectif qui s'appelle Grande pauvreté, inégalité sociale et école, livre qui a été dirigé par Choukri Benayed, sociologue. Voilà, nous sommes nombreux à avoir participé à ce livre et nous venons d'horizons assez divers. Donc ce n'est pas une pensée collective sur la grande pauvreté et les inégalités sociales à l'école. Voilà, si vous voulez
des pensées qui viennent d'horizons très diverses. Vous serez nourris avec ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse mon adresse mail, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous avez envie de m'écrire pour me poser davantage de questions. Là, déjà, je réponds à vos questions, si on a un temps pour répondre à vos questions. Oui. On va laisser le docteur Toulouse réagir et puis prendre quelques questions avant de passer à l'autre intervention.